Les étudiants, vous m'entendez? Là, on a repris la connexion. Oui, Très bien, ok. Alors, la deuxième complication, c'est la complication vasculaire. Alors, le diagnostic d'une complication vasculaire, bien sûr, il est posé en examinant le malade en palpant les peaux périphériques, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fracture au niveau du coude et j'ai envie de voir est-ce qu'il a une complication vasculaire. Je vais chercher le pouls radial, par exemple, périphérique. Si je le trouve, je dis que c'est une fracture sans trouble vasculaire. Mais par contre, en palpant le pouls radial, je ne le trouve pas. Et à ce moment-là, je dis que c'est une fracture avec une complication vasculaire. Alors, ça, c'est cliniquement, mais il faut confirmer ce diagnostic en pratiquant des examens radiologiques, tels que par exemple une artériographie ou un angioscanner ou un échodoppler, pour dire, voilà, c'est vrai, il y a une rupture d'un vaisseau, il y a une section d'un vaisseau. Et ça, c'est important d'aller vérifier ça parce que ça devient une urgence fonctionnelle. Si je ne réagis pas, si je ne traite pas le malade en urgence, il va avoir une ischémie, une nécrose et se terminera par une amputation. Alors, voici une image qui montre une artériographie du membre supérieur où il y a une rupture, par exemple, d'une artère où il n'y a pas de rupture. Elle va montrer tout ça. La troisième complication, la troisième lésion associée, c'est la lésion nerveuse. Alors, pour rechercher cette complication nerveuse, il faut pratiquer un examen clinique des territoires innervés par chaque nerf. C'est-à-dire, j'ai une fracture au niveau du bras et je sais que le nerf radial, il va croiser au niveau du tiers inférieur de l'hémérus et que le nerf radial, il va être responsable de la motricité et de la sensibilité au niveau du poignet, la première commissure. Je vais examiner le malade en lui disant, par exemple, est-ce que vous pouvez faire l'extension du poignet? Ah bon, si le malade peut faire ça, on va dire qu'il n'y a pas de paralysie radiale. S'il ne peut pas faire ça, on dit qu'il a une complication nerveuse. Alors voici l'exemple avec un aspect de main tombante par une paralysie radiale et on sait que le nerf radial est responsable et il innerve les muscles moteurs de l'extension du poignet. Alors on a vu trois lésions associées, trois complications immédiates qui sont les lésions cutanées, vasculaires et nerveuses. Alors, nous avons fait l'interrogatoire, examiné le malade, nous avons fait la radio, on sait que le malade a une fracture et on décrit cette fracture, est-ce qu'elle est une fracture simple ou avec des lésions associées. Maintenant, j'ai le diagnostic, on part à la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire on va traiter ce malade. Il y a le traitement orthopédique non sanglant, non chirurgical. Alors, ce traitement orthopédique permet de traiter les fractures sans ouvrir le foyer. Alors, parmi les avantages de ce traitement orthopédique, il ne va pas exposer le malade au risque infectieux, mais par contre, on va plâtrer le malade, on va le laisser immobiliser. Immobiliser, le contraire de mobiliser. Immobiliser, il est bloqué dans ces situations, par exemple, fonctionnelles. Cela peut entraîner des complications telles que les raideurs articulaires, c'est-à-dire le jour où je vais enlever le plâtre, le malade ne va pas pouvoir mobiliser facilement, sinon impossible de mobiliser le coude, par exemple, ou le poignet. Et ça, c'est une raideur articulaire. Il peut aussi avoir une amyotrophie, ça veut dire que les muscles qui ne vont pas travailler pendant 2 ou 3 mois, le jour où j'enlève le plâtre, il va avoir une régression du volume de ces muscles. Ça aussi, parmi les inconvénients de ce traitement orthopédique. Comme vous remarquez que le traitement orthopédique, il a ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients. La première étape d'un traitement orthopédique, quand j'ai une fracture ou j'ai une luxation, la luxation, quand il y a un déboîtement au niveau d'une articulation. Alors, les luxations concernent les articulations et les fractures concernent l'os. Alors, quand on a une fracture déplacée, quand on a une luxation, un déboîtement, il faut aller réduire, c'est-à-dire il faut faire des manœuvres externes pour remettre l'os dans sa disposition, dans sa morphologie anatomique. Alors que ce soit pour les fractures déplacées, dans les fractures non déplacées,
on ne va pas réduire parce que c'est réduit, c'est-à-dire toujours la même. Il y a un trait, mais qui ne va pas changer l'anatomie de l'os initial. Alors, on fait une réduction, c'est-à-dire on remet l'os à sa place ou la luxation à sa place. Après, on passe à la contention, c'est-à-dire à l'immobilisation. Immobilisation, IMM, immobilisation, le contraire de mobilisation. On va immobiliser la fracture par une contention externe, soit un plâtre, soit une résine, soit une contention synthétique. Là, cette étape, on l'appelle la contention. Par contre, si je veux traiter le malade chirurgicalement, là, je dois ouvrir le foyer fracturaire, je dois le réduire et je lui faire une contention ou une fixation en utilisant un matériel d'ostéosynthèse. Ostéosynthèse, c'est une fixation par un matériel. Ce matériel, bien sûr, souvent, il est en métal, il est en inox, il est en métal inoxydable, c'est-à-dire il ne va pas avoir une rayure avec le temps ou pas. Alors, il y a aussi un autre matériel en titane, en céramique. En tout cas, il y a un matériel chirurgical qu'on va mettre pour fixer cette fracture. Regardez ici, c'est une fracture de jambe traitée par un enclouage centromédulaire, c'est-à-dire il est au centre de la médulaire, il est au niveau à l'intérieur de l'os qui va fixer justement cette fracture qui a été déplacée. Par exemple, ici, c'est une fracture de jambe traitée par plaque vissée. Il y a des vis, il y a une plaque qu'on va appliquer au niveau de la partie extérieure. On va la fixer par des vis à travers l'os. Là, quand il y a une fracture ouverte, il y a une fixation externe. On ne va pas ouvrir l'os, on va le réduire et on va mettre un matériel d'ostéosynthèse, mais à l'extérieur du corps, on appelle les fixateurs externes. Bien sûr, il y a plusieurs types de fixateurs externes. Là, c'est une fracture, par exemple, de l'épitroclie qui a été traitée par une seule vis. On appelle les fractures traitées par vissage. Ça, c'est une fracture du radius distal. On a réduit la fracture et on l'a fixée par 3 broches. Regardez ici, la réduction est anatomique. Alors, parfois, on a des complications d'une fracture. Alors, pour les fractures, les complications immédiates, ce sont même les lésions associées. On a dit qu'il y a des lésions associées cutanées, vasculaires et nerveuses. Par contre, quand on traite une fracture, on peut avoir des complications secondaires. Alors, une complication d'ordre général, telle que par exemple une complication d'une décompensation d'une tare associée organique, quelqu'un qui reste immobilisé, il va avoir un accident thromboembolique, il peut avoir des escarres, il peut avoir de la stase veineuse avec des accidents thromboemboliques, il peut avoir une embolie graisseuse, ou si on l'opère ce malade, bien sûr, il y a un risque septique, c'est-à-dire il y a des complications infectieuses sur le site de l'opération. Il y a des complications locales, c'est-à-dire une fracture déplacée initialement. Je vais la réduire, je vais mettre un plâtre, mais au cours de l'évolution, cette fracture se déplace et on parle d'un déplacement secondaire. Parfois, il y a des complications vasculaires qui vont apparaître. Parfois, il y a un syndrome de Volkmann ou syndrome de Loge. Bien sûr, il fera l'objet d'une conférence dédiée à cette complication très grave qu'on peut avoir dans les suites d'un traitement orthopédique d'une fracture. Il y a une fracture, je la traite, alors je peux avoir des complications évolutives ou tardives, c'est-à-dire une année ou une année et demie, je vais avoir des complications tardives. Alors, je peux avoir un cal vicieux, mais je peux avoir un retard de consolidation ou une pseudarthrose. Le cal vicieux, je vais avoir une consolidation, mais en position vicieuse, non anatomique. Par contre, la pseudarthrose, l'évolution ne permet pas une consolidation et que le trait de fracture continue à se voir et le malade a toujours mal et le foyer de fracture est toujours mobile. Regardez ici, c'est une consolidation d'une fracture de jambe qui a consolidé, mais elle n'est pas consolidée en bonne position, en position anatomique, mais elle est en cal vicieux. Alors, ce cal vicieux va être aussi responsable d'une attitude vicieuse
clinique et radiologique, soit en rotation, soit avec un raccourcissement, soit d'autres attitudes. Ça, c'est une consolidation vicieuse. La consolidation vicieuse chez ce malade a donné lieu à une inégalité des membres, c'est-à-dire que le membre se trouve très raccourci par rapport à l'autre membre. Regardez cette image de pseudarthrose, pas pseudo-arthrose, mais pseudarthrose, c'est un seul terme, c'est la non-consolidation d'une fracture après les délais impartis à la consolidation normalement. C'est-à-dire que si j'ai une fracture de jambe, normalement j'aurai la consolidation dans 3 mois. Si je fais une radio à 9 mois ou à 10 mois et que je trouve cet aspect, je sais que je suis en pseudarthrose, que la fracture n'a pas consolidé. Alors, on peut avoir une fracture, on va terminer le traitement, mais on peut avoir des séquelles, bien sûr, qui vont rester, des séquelles qui peuvent intéresser les parties molles, telles que l'atrophie musculaire. Le malade vient vous dire après 2 ans, voilà, j'ai été traité pour une fracture, mais docteur, je garde toujours un muscle moins volumineux que l'autre. Ou bien il va vous dire, depuis ma fracture, j'ai eu une raideur articulaire, c'est-à-dire je ne peux pas plier le genou comme avant. Ou bien encore, il va vous dire, docteur, depuis ma fracture, j'ai des œdèmes au niveau des membres inférieurs, au niveau des doigts, ou bien je fais trop de phlébites, c'est-à-dire des stases veineuses qui sont à l'origine de beaucoup de phlébites qui sont bien sûr difficiles à gérer. Voilà les séquelles. Alors les séquelles, c'est ce qui reste après la déclaration de la consolidation, contrairement à la consolidation, aux complications, qui sont des problèmes qui peuvent survenir au cours de l'évolution de la consolidation. Les complications et les séquelles. Les séquelles, c'est ce qu'on a après consolidation. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a un peu de temps, mais vous pouvez, si vous voulez, me poser des questions. Je sais que 40 minutes, d'habitude, on fait la conférence en 2 ou 3 heures et on a le temps pour bien expliquer les choses. Mais si vous avez quelques questions, je peux vous répondre éventuellement. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Très bien, parfait. Alors, est-ce que... Alors, je vais essayer... Où je suis? Oui, d'accord, je suis là. Monsieur, est-ce que le Est-ce que calme la vicieux est consolidation, irréversible? Hannah, est-ce que la consolidation vicieuse est douloureuse? Non, elle n'est pas douloureuse, ni elle peut être à l'origine d'attitudes vicieuses, c'est-à-dire que l'os, il va consolider avec chevauchement. Et on sait que le chevauchement va donner un raccourcissement du membre. Et le malade, quand il va marcher, et il va boiter parce qu'il est raccourci d'un côté. Mais d'habitude, la consolidation vicieuse ne donne pas de douleur. C'est une consolidation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Vous pouvez irréversible? m'écrire. C'est irréversible, monsieur? Qu'est-ce que vous faites face à un cal vicieux? C'est une question pertinente. Est-ce qu'on le laisse ou bien on a la possibilité d'aller le corriger? Bien sûr, on a la possibilité d'aller le corriger en faisant des ostéotomies de l'os. On casse l'os, on va le réduire anatomiquement et on va le synthéser, on va le fixer par une plaque ou par une broche ou par autre chose. Il y a le traitement chirurgical des cals vicieux. Oui. Est-ce que vous avez des questions? La kinésithérapie n'a pas de place dans le traitement de fracture si elle a une grande place, surtout dans les suites d'une fracture après consolidation. Nous allons traiter la fracture soit orthopédiquement, soit chirurgicalement. On fait des radios, on sait que l'os déjà il commence à consolider ou il a consolidé. On envoie le malade chez le kinésithérapeute ou le médecin rééducateur. Pourquoi? Parce que si on met un plâtre, on le garde pendant 3 mois
l'os va consolider, mais le malade ne va pas bouger. Quand j'enlève le plâtre, le malade est bloqué, son articulation est bloquée. Et la rééducation ou la kinésithérapie, justement, va rééduquer le malade, c'est-à-dire elle va lui apprendre de nouveau la flexion, l'extension, les mouvements, l'appui. Et là, c'est un accompagnement indissociable de la traumatologie, c'est-à-dire pratiquement tous les malades qu'on opère, qu'on traite, on envoie chez le kinésithérapeute ou le médecin rééducateur ou le médecin physique qu'on appelle maintenant. Lui, il a tout un programme pour récupérer justement la fonction. Sachant, quand on fait un traitement orthopédique, c'est pour gagner la fonction. Quel est l'intérêt des dispositifs de traction? Alors, la traction, quand il y a une fracture déplacée, on met une broche au niveau de l'os et on met un poids, un contrepoids pour tirer sur la fracture. Alors, il y a deux types de traction. Il y a des tractions dans l'attente d'une chirurgie. Par exemple, j'ai un malade qui vient la nuit, il a une fracture très déplacée. Je vais faire une traction et lui préparer l'intervention pour demain. Alors, ça fait moins mal et elle évite le télescopage de l'os, par exemple. Ça, c'est une traction d'attente. Mais il y a aussi des tractions de réduction. J'ai une fracture, je mets un poids, et j'augmente les poids chaque jour. Ça va tirer, ça va réduire, ça va réduire. Ça va prendre 10, 15 jours. Je fais une radio de contrôle, je vois que la fracture est réduite par la traction. Alors, je ne l'ai pas opéré, c'est un traitement orthopédique. Et au moment où la fracture est réduite, j'enlève la traction et je mets par exemple un plâtre. Ça, c'est une traction de réduction. Il y a deux types, traction d'attente et traction de réduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois. Est-ce que vous pouvez m'écrire des questions si vous désirez? Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, une question concerne le retard de consolidation et la pseudarthrose. Alors, c'est vrai, c'est une question très pointue. C'est intelligent de poser ce genre de questions parce que c'est un détail quand même technique. Alors, quand on a une fracture de jambe, par exemple, je fais un plâtre et je sais habituellement cette fracture va consolider au bout de 3 mois. Si je fais une radio, il y a 3 éventualités. Il y a à 3 mois une consolidation. Je fais une radio à 3 mois et 20 jours. Je trouve que la consolidation n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il n'y a pas un cal osseux. Là, je dis il y a un retard de consolidation. Est-ce que je vais traiter, je vais dire que c'est une pseudarthrose, c'est une non-consolidation. La non-consolidation, quand je dépasse par exemple 5 mois. J'ai 5 mois et je n'ai pas de consolidation. Maintenant, je dis qu'il y a une non-consolidation. L'os n'a pas consolidé. Je suis certain et je vais traiter la non-consolidation. Alors, si vous voulez, le retard de consolidation, c'est une zone grise entre la consolidation et la pseudarthrose. C'est un mois et demi, selon les auteurs, pour dire qu'il y a un retard. Ça veut dire quoi, un retard? Quand je fais une radio à 3 mois, il n'y a pas de consolidation, il y a un petit calme, il n'est pas suffisant.
à 4 mois, je fais une radio, c'est toujours un petit calme, il n'est pas très très fort, il ne peut pas être à l'origine d'une satisfaction radiologique. Et si je laisse, à 7 mois par exemple, je revois le malade et je vois qu'il est consolidé. À ce moment-là, je dis que cette zone entre 3 mois et 7 mois, c'était un retard de consolidation. Par contre, à 7 mois, par exemple, à 8 mois, je fais une radio, quand je ne trouve pas un cal osseux, c'est une pseudarthrose. C'est une zone grise entre consolidation et pseudarthrose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends vos questions. Alors, vous me dites, on va voir, Inch'Allah, les cours, les conférences en live, peut-être à partir du mois d'août. On aura tout le temps de poser des questions, de vous montrer plus de radio, plus de photos, plus d'iconographie. Je crois que c'était une introduction inévitable. Si vous allez comprendre quelque chose, c'est que cette première conférence, elle va se répéter à chaque fracture avec des particularités pour chaque fracture, pour chaque pathologie. Et là, si vous avez compris l'interrogatoire, l'examen clinique, l'analyse radiologique avec les éléments de chaque fracture, vous allez comprendre toute la traumatologie. Alors, à partir de la traumatologie, vous allez avoir vers la fin du module des affections qui ne sont pas dues à une fracture, mais des pathologies qu'on prend en charge au niveau du service, qu'on appelle les affections orthopédiques, telles que les malformations, telles que les atteintes infectieuses, telles que les tumeurs de l'os, telles que les maladies constitutionnelles, telles que les accidents de l'adolescence, telles que les problèmes liés à la pratique de sport, c'est-à-dire la médecine de sport. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'affections orthopédiques. Il n'y a pas que la traumatologie, parce que la traumatologie, c'est les cassures, c'est les blessures qui touchent l'os, c'est les fractures. Et par contre, il y a d'autres pathologies. J'espère que vous avez profité de cette première conférence et qu'elle vous a introduit dans le monde de la traumatologie. J'aurai le plaisir de vous revoir très bientôt, très prochainement. Et vous allez, sans perdre de temps, avoir 3 conférences avec des thèmes différents. Vous allez vraiment profiter parce que vous allez avoir un enseignement avec des professeurs qui ont au moins 30-35 ans d'expérience en traumatologie. Et ça, c'est une chance. Alors, j'invite tout le monde à assister. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas sortir, il faut profiter de cette connexion et avoir beaucoup de renseignements de la part de vos professeurs. Je vous remercie infiniment pour toutes et tous et je vous souhaite une agréable journée avec le reste de l'enseignement. Merci. Ciao, ciao.